Monde numérique. Et si toi, en tant que collaborateur, tu as compris comment tu travailles, ok, que sur cette tâche particulière qui va te prendre peut-être 1 heure, tu vas pouvoir l'automatiser. Peut-être que ton collègue ou un collègue ou plusieurs collègues ont la même tâche. Tout ça, en fait, tu vas ensemble, individuellement dans un premier temps et ensuite collectivement, augmenter ta capacité de production. Les entreprises françaises sont-elles en retard en matière d'intelligence artificielle ? Malgré les promesses en termes de productivité, d'efficacité ou de réduction des coûts, beaucoup d'entreprises n'ont pas encore sauté le pas. Alors, est-ce qu'on est en retard ? Est-ce qu'il est urgent d'attraper ce train qui est déjà lancé à pleine vitesse ? Eh bien, on en parle dans cet épisode spécial de Monde Numérique en partenariat avec l'événement One-to-One IA Expérience Client à Biarritz du 30 septembre au 2 octobre 2025. On en parle avec mon invité Salim Nassur. Bonjour. Bonjour Jérôme. Salim, vous êtes fondateur de Mars avec 2 A. Qui est une entreprise, un cabinet conseil. Vous accompagnez des entreprises dans leur digitalisation. On accompagne des entreprises dans leur transformation, on va dire. Voilà, dans leur transformation. Cette transformation, c'est très large. Ouais. Et puis, vous êtes également animateur d'une émission sur BFM Business qui s'appelle Talent Augmenté. Exactement. Tout est dit. En fait, tout est dit oui et non, puisque quand on parle de talent augmenté, on va en parler sans doute aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. Ouais. Et avec presque 25-30 ans de carrière maintenant dans ces sujets-là, j'ai appris au fil du temps que ce n'est pas qu'une question de technologie, mais aussi une question de compétences humaines. Donc en fait, quand on parle de talent augmenté, c'est comment on apprend à utiliser l'IA, bien sûr, mais aussi comment on apprend à développer ses compétences humaines pour être en copilote, justement, avec cette IA et non pas avoir peur de se faire remplacer. Vous êtes passé chez Google aussi. Je suis passé beaucoup d'années chez Google, entre autres. Ouais. Oui. Bon, Salim, selon l'INSEE, en 2024, seuls 10% des entreprises françaises utilisaient des solutions d'IA. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'après le retard dans l'adoption d'Internet, le retard dans l'adoption du cloud, on s'en souvient aussi, c'est encore la même histoire qui se répète ? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Et c'est... en fait, c'est assez drôle. C'est une des raisons pour laquelle j'ai monté cette entreprise Mars, c'était de justement accompagner, profiter un peu de toute l'expérience que j'avais eue tout au long de cette longue carrière dans le digital, que vous connaissez aussi, mais et se rendre compte que finalement, ce qui bloque toujours, et j'ai vraiment, pour le coup, pas mal d'expérience dans le sujet, ce n'est jamais la technologie, c'est plus l'humain. Donc en gros, c'est comment on fait cette conduite du changement, comment on débloque ce frein pour aller beaucoup plus vite sur cette transformation. Et on le voit bien aujourd'hui, on est en 2025, presque 3 ans après la sortie de ChatGPT, l'arrivée massive des l'IA générative, et on est en train de se demander s'il faut y aller. Ouais. Donc c'est passé 3 ans. Enfin, en France. Et puis c'est pas partout pareil. Si, enfin... un peu partout dans le monde. Ouais. Après, il y a des endroits où ça va beaucoup plus vite. Il y a des endroits où ça va moins vite. Voilà, mais il y a beaucoup de disparités, même en France. C'est-à-dire, par exemple, les startups, évidemment, sont plus en avance. Pas forcément, en plus. Pas forcément. Mais le problème, en fait, qui se passe souvent dans le monde de l'entreprise et globalement, c'est aussi la nature humaine. C'est-à-dire qu'on est tellement pris dans son day-to-day que faire quelque chose de nouveau, ça demande un effort. Et cet effort, il faut déjà en avoir conscience qu'il faille le faire, mais aussi après, il faut prendre le temps et prendre sur soi pour y aller. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Donc, oui, malheureusement, on revoit aujourd'hui avec l'IA générative ce qu'on a vu au tout début d'Internet, et je peux en parler parce que j'y étais, au moment du mobile, au moment du cloud, et j'en parlais encore pas plus tard qu'hier avec un consultant qui me disait « Je suis en train encore de passer aujourd'hui les entreprises dans le cloud ». C'est pour dire. Donc, il y a encore des entreprises aujourd'hui qui sont à une prémisse, qui ne sont pas dans le cloud. Donc, l'IA, on sait que ça va prendre du temps. La bonne nouvelle, c'est que la prise de conscience est un petit peu plus rapide que ce qu'il y avait jusqu'à présent, mais elle reste quand même relativement longue. Et ça, on pourra en parler, mais je pense aussi, ça n'engage que moi, mais je pense aussi que c'est le défaut de notre qualité en tant que Français. On est très... révolutionnaire, donc on va avoir à se poser beaucoup de questions, on va vouloir être très analytique, faire une sorte de plan quinquennal ou décennal, alors que ça ne fonctionne plus. Il faut qu'on ait d'abord tout mesuré avant de partir. Or, le problème aujourd'hui, c'est que ça évolue tellement vite que si à un moment on prend le temps de faire un plan, ne serait-ce que sur 3 ans, la technologie aura tellement évolué dans 3 ans que ce sera caduque. Donc en fait, il faut le faire et apprendre en marchant. Et il n'y a pas d'autre solution. Ouais.
Alors, on va voir que c'est pas si facile malgré tout. Et juste pour se raccrocher un peu à l'actualité, là, avant l'été, le gouvernement a annoncé un plan Oser l'IA, pour essayer de booster un peu tout ça, dire aux entreprises, allez-y, c'est le moment, etc. Est-ce que c'est bien ou c'est une sorte de constat d'échec si finalement les entreprises n'arrivent pas à prendre le train d'elles-mêmes? Alors, c'est pas, pour moi, c'est pas du tout un constat d'échec. Est-ce que c'est bien? C'est très bien. Est-ce qu'on aurait dû le faire avant? Assurément. Moi, ça fait des années que je le dis, et donc je suis content que ça arrive enfin. Mais quand dans ce plan d'Osélia, en fait, c'est quoi ce plan? C'est un plan qui est là pour former 15 millions de professionnels dans les 5 prochaines années. Mmh. OK. Donc ça veut dire qu'enfin, on a compris au niveau du gouvernement que l'IA n'est pas qu'une question d'ingénieur. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est vraiment la grande différence, et ce que malheureusement, je le dis sans aucune arrogance, mais beaucoup de gens et même de chefs d'entreprise n'ont pas encore compris, c'est que la vraie révolution, c'est l'IA générative. L'IA, en fait, on l'avait déjà depuis très longtemps. Oui, bien sûr, il y a plein de solutions Donc, il y d'IA. avait plein de solutions d'IA, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, notamment même dans les banques, sur du trading haute fréquence. Il y a plein de choses, en fait, qu'on faisait déjà. Maintenant, la vraie révolution, c'est de faire en sorte que cette IA puisse être accessible par tous. Et pour qu'elle soit accessible par tous, c'est ce qu'on appelle cette fameuse IA générative, il faut que les gens aient compris à quoi ça sert et quel est leur intérêt. 2, qu'ils soient formés. Et 3, qu'ils l'utilisent au quotidien. Or, aujourd'hui, ce fameux plan, c'est de dire tous les professionnels doivent être formés. Un peu comme à une époque, dans les années 80, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'était le plan informatique. Bah oui, mais là, il y en a eu beaucoup des plans comme ça en France. Oui, mais on arrive un peu tard. Tu vois, moi, je le disais déjà il y a 2 ans, parce que bon, je voyage beaucoup dans pas mal de pays pour intervenir, mais aussi pour garder aussi cette je dirais... cet ancrage? Oui, et puis surtout pour ne pas rester enfermé dans ce moule français qui, encore une fois, a des avantages, mais on a souvent beaucoup d'œillères et on ne voit pas ce qui se passe à l'étranger. Et quand tu regardes, par exemple, ce qui se passe en UAE, à Dubaï notamment, ou même aujourd'hui en Arabie Saoudite, en UAE, il y a 2 ans, 2 ans et demi, ils ont fait un plan pour former 1 million de personnes. Ils avaient compris, en fait, que si individuellement, tu arrives à gagner 10, 20, 30% de productivité, au niveau d'une organisation et donc au niveau d'une nation, forcément, tu deviens plus compétitif. En fait, c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est de se dire comment on arrive à faire progresser non pas juste le département R&D ou la DSI, mais comment on arrive à faire progresser tout le monde, et en particulier aussi cette population qui sera celle du salon, des directeurs marketing, des gens de l'expérience client. Donc, comment on arrive vraiment à prendre cette IA, et notamment cette IA générative, pour être meilleur dans son métier. Et souvent, ça passe pas par des trucs hyper fancy, etc. C'est beaucoup d'abord, dans un premier temps, au niveau du back-office. Comment on améliore cette productivité au niveau du back-office? Comment on améliore sa plateforme client pour pouvoir à la fois mieux servir et donc pouvoir faire de l'hyper-personnalisation? Donc, c'est tous ces sujets-là qui, aujourd'hui, sont quand même... et c'est là où, moi, parfois, ça m'échappe de me dire, mince, on est encore en train de se poser la question de savoir si c'est intéressant. C'est le rêve depuis toujours. Ouais. Moi-même qui ai été directeur marketing pendant de nombreuses années, ce qui se passe aujourd'hui, c'est le Saint Graal, en fait. Non, mais je pèse mes mots. Ouais, c'est l'outil à tout faire ou c'est les outils à tout faire? C'est l'outil qui permet d'arriver justement à une personnalisation aussi fine avec peu d'efforts. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est pourquoi aussi c'est l'outil ultime, enfin ultime entre guillemets, mais encore une fois, moi j'ai vu beaucoup de transformations et de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on est quand même dans une technologie, même si encore une fois, il y a des erreurs, il y a des hallucinations, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, évidemment. Tout n'est pas parfait. Mais quand même, quand on regarde, et j'ai pris l'habitude de dire, je suis pas le seul, heureusement, que c'est plus gros qu'Internet, ce qui est en train de se passer. Et ne pas comprendre ça, se poser encore la question de savoir est-ce qu'on y va, il faut faire de l'acculturation de façon massive. Donc, pour revenir à ta question, oui, que l'État pousse et dise enfin, allez-y à fond, oui, c'est une très bonne chose. Mais est-ce que ce qui manque, tout simplement, c'est pas, en fait, la raison, l'intérêt? Est-ce que ça concerne tout le monde, tous les types d'entreprises? Et si oui, est-ce que chaque entreprise peut trouver chaussure à son pied, en fait, en matière d'IA? Oui, mais tu as complètement raison là-dessus. Pardon, je te tutoie, mais on se voit. Mais oui, passons au tutoiement. Allez, ça y est, on est dans un podcast, on aurait pu commencer direct comme ça. Bah oui, parce que bon. Donc oui, est-ce que chaque entreprise aujourd'hui
a intérêt à utiliser l'IA Ouais. et l'IA générative. Si on parle de choses concrètes, Avec c'est pas un un grand exemple. oui. OK. Ouais. Pourquoi? Parce Une que PME traditionnelle qui vend, je sais pas quoi, des matériaux à d'autres entreprises, l'IA, ça va lui apporter quoi? alors concrètement, tu vois, c'est assez drôle. Déjà, en fait, on va y aller par séquence, tu vois? Donc, Mmh. on va faire du horizontal et puis après on fera du vertical et puis après on fera par métier. Donc quand je dis horizontal, c'est tous les métiers. Quand je dis vertical, c'est les On n'a sectorisés. pas la nuit quand Et même, après, hein, Salim, mais on n'a pas la nuit. allons-y. Mais allons-y rapidement pour répondre à ta question. Si tu fais de l'horizontal, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas de réunion. OK? Donc aujourd'hui, avoir, comme je le vois encore dans des entreprises, quelqu'un qui fait un compte-rendu de réunion, qui le fait valider et au final le compte-rendu arrive 2 ou 3 jours après, Mmh. c'est une hérésie. On est d'accord. Bah oui. Quand tu sais qu'aujourd'hui, tu peux avoir Il y le a plein d'outils compte-rendu qui font ça. automatiquement envoyé à tous les collaborateurs avec un résumé, avec les action points dessus. Donc rien que ça, ne pas l'utiliser, c'est comme, ça me rappelle à l'époque où, tout début, tu sais, quand j'étais au tout début de l'aventure de Wanadoo, où, on allait voir des entreprises, on leur disait: «Oh, il va y avoir l'email et enfin, vous allez pouvoir utiliser l'email» et les gens te disaient: «Mais non, mais j'ai un fax, ça me va bien». «OK, mais le fax, tu peux pas l'envoyer à plusieurs machins en même temps». «Oui, oui, mais non, ça va, je suis bien» et tu reviens 1 an après et 1 an après, les gens se disaient: «Ah, mais redites-moi là, l'email encore, Mmh. OK, donc je suis presque prêt, mais si moi je prends l'email et que l'autre il a pas d'email en face, comment ça marche? Donc je vais attendre qu'il prenne l'email» Eh ouais. et c'est un peu la même chose aujourd'hui avec l'IA, c'est tout le monde se regarde un peu, fait des petits tests d'époque et notamment il y a cette étude là qui est sortie récemment là du MIT qui dit, alors il faut bien la lire parce que qui dit en effet que, on ne trouve pas de ROI dans l'IA, Voilà, alors j'allais poser mais la question. Effectivement, 95% des entreprises qui utilisent l'IA disent ne pas observer de véritable retour sur investissement. C'est un problème, ça, quand même. alors oui et non. Oui et non, parce que déjà quand tu regardes, et je me suis tapé toute l'étude, donc quand tu Mmh. regardes déjà, et qui est très honnête, c'est une étude très honnête dans le sens où ils disent qu'il y a quand même beaucoup de biais, dans le sens où, c'est pas toutes les entreprises, c'est quelques entreprises qu'ils ont regardé. En plus, c'est du déclaratif sur certains, ils ont été voir sur les sites internet, et on sait bien qu'aujourd'hui, l'IA est un avantage compétitif, donc je vois pas une entreprise qui aurait trouvé le secret sauce aller le mettre publiquement pour tout le monde. Donc il faut quand même tempérer ces chiffres-là. Après, quand on regarde véritablement dans l'étude, on se rend compte, et on reviendra donc à ta question de comment toute entreprise peut l'utiliser, c'est que on met pas en cause l'outil. On met en cause la mise en exécution de cet outil. Mmh. Éventuellement, sur l'outil, il y a des problèmes de mémoire, en effet, parce que tu peux pas être consistant dans le temps sur certains de ces outils. Mais grosso modo, aujourd'hui, c'est plus un problème d'exécution, de compréhension et de regarder comment tu te sers de cette valeur plutôt que est-ce que l'outil fonctionne ou ne fonctionne pas. C'est pas ça le vrai sujet. Exécution, ça veut dire quoi? Ça veut dire on l'utilise pas forcément au bon endroit. Oui, un exemple. Je prends un exemple très simple qui arrive. J'interviens dans beaucoup d'entreprises au niveau des COMEX, au niveau des collaborateurs. Et l'exemple typique, je mets 107 ans à me décider et puis d'un seul, je prends des licences, Claude, ChatGPT, ce que tu veux, et je les pousse à mes collaborateurs. Et après je dis: «J'ai pas de ROI». OK, Mmh. mais en fait, ils l'utilisent pas. Et pourquoi ils l'utilisent pas? Bah, parce que tu leur as pas expliqué pourquoi c'était intéressant pour eux de l'utiliser, tu leur as pas donné, les clés pour l'utiliser, donc tu n'as pas formé les gens. Et en fait, c'est 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 un peu comme le gars qui va acheter une voiture électrique, donc qui va payer un peu plus cher, mais qui, n'a pas prévu dans son garage de pouvoir la recharger, qui n'a pas prévu, au bureau de pas pouvoir la charger, et qui à un moment, une superbe voiture, mais il l'utilise pas parce que c'est pas pratique et il a pas su comment changer ses habitudes. Salim, mais il y a aussi l'effet inverse, qui est l'utilisation pirate, en quelque Bien sûr. sorte, hein, des gens qui utilisent l'IA pour leur travail sans le dire à leur patron, parce que c'est pas encore déployé officiellement, voire dans certains cas, c'est même, comment dire, Interdit. interdit, voilà. Ce qu'on appelle le shadow AI. Mmh. Donc ça peut pas se rejoindre à un moment, ça? Je veux dire, Bah, en des fait, gens qui faisaient du shadow AI, si du jour au lendemain, on leur donne l'abonnement de ChatGPT, là, ça devrait matcher tout de suite. mais complètement. Et c'est rigolo parce qu'en fait, encore une fois, c'est des cycles et on l'a déjà vécu. Donc le Shadow AI, c'était le Shadow IT d'avant. Et puis à une époque, c'était le BYD, le Bring Ouais. Your Own Device. Oui, Enfin, on c'était utilisait son propre smartphone exactement. pour son boulot parce que c'était plus pratique que Voilà, les parce outils qu'on du avait travail. des outils pourris au travail. Ça a toujours été comme ça. Et ça devrait d'ailleurs alerter et les dirigeants et les DSI que si à un moment il y a ce Shadow AI, ça veut bien dire que le collaborateur, il trouve une valeur. Il n'y a aucun intérêt pour lui d'aller en plus prendre un abonnement supplémentaire.
sur ses deniers pour faire son travail. Ouais. Donc, c'est bien qu'à un moment, il y a cette valeur. En revanche, et là, pour le coup, je sais que tu aimes bien les exemples, je vais te donner un exemple concret d'une boîte, une grosse boîte, je citerai pas le nom, mais tu vois, ils ont développé leur propre LLM interne, justement. Okay, donc, ils ont pris le temps d'analyser, ils ont tout analysé, et ils se sont dit, bon, ok, donc on veut pas donner nos données à un tel, machin, Ça, etc. c'est une vraie problématique, il faut qu'on en parle. Voilà. Donc, je veux pas donner mes données. Ok, très bien. Sachant qu'encore une fois, ces données, ils les ont déjà données, puisqu'ils étaient tous Microsoft 365, et 365, c'est dans un cloud américain qui s'appelle Azure. Donc, si le méchant américain veut ces données, il les a déjà. Ouais, mais ils se disent peut-être que ça suffit, qu'il faut arrêter les frais. Okay, Là, mais après, une fois qu'on a dit ça, où est-ce que tu les mets ? De souveraineté numérique, mais j'entends tout ça. Et encore une fois, en tant que Français, je suis pour la souveraineté numérique. En tant que professionnel et chef d'entreprise, il faut avoir un regard pragmatique. Est-ce qu'aujourd'hui, ce sont ceux qui offrent le meilleur service avec le meilleur niveau de sécurité ? La réponse est oui. Donc, partant de là, tu n'as pas 50 000 choix. Donc, c'est foutu. On ne peut pas, en fait, regarde ton ordinateur. de souveraineté numérique. C'est un Mac. Oui, okay. Enfin bon, je ne sais pas, je ne passe pas des données confidentielles. Si, toutes tes données passent par ton Mac. Qu'est-ce qui te dit qu'à un moment, un Apple n'ait pas envie de mettre quelque chose qui va sniffer tout ce que tu fais ? Alors Apple, c'est pas le pire, a priori, non, mais bien sûr, si on en croit mais le Google marketing non plus, d'Apple. Microsoft non plus. Ce que je veux te dire par là, c'est qu'aujourd'hui, toutes tes données vont transiter vers ton ordinateur. Or, il n'y a pas d'ordinateur français. Enfin, sauf si je me trompe. Donc, là, ça veut dire qu'à un moment, il y a un choix, effectivement, qui est stratégique à faire au niveau de l'entreprise. Est-ce que je cherche à tout prix cette souveraineté ? Je ne dis pas non, mais est-ce que c'est le meilleur choix opérationnel, efficace ? Mais non, c'est un boulet, c'est une difficulté, mais c'est un obstacle. Mais comment on surmonte cet obstacle ? Eh ben, en faisant le même choix que tu as fait en utilisant ton Mac. On peut pas. C'est que tu utilises un ordinateur qui est un ordinateur américain. Est-ce que c'est un bon exemple ? Le problème, il est plus au niveau cloud aujourd'hui. On sait qu'il y a une réglementation extraterritoriale américaine qui potentiellement autorise les États-Unis sur décision judiciaire à aller fouiller dans les data centers des entreprises américaines. C'est un risque potentiel. Alors peut-être qu'on se fait peur en France, en Europe. Non, mais tu as raison. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu sais quelles sont les données qui sont remontées de ton Mac vers... Mais personne ne sait ça. Ben voilà. Bien sûr. Ben voilà. Donc, non, si tu veux, encore une fois, donc si je reviens sur cet exemple de cette grosse entreprise qui, à un moment, donc, crée son propre chatbot en interne, l'utilise, met du temps à le construire, et au final, se rend compte que personne l'utilise et qu'il y a ce fameux Shadow AI et tout le monde utilise ChatGPT. Donc, qu'est-ce que je leur dis à un moment ? Je leur dis, OK, c'était couru d'avance. Donc, il y a un moment, plutôt que prendre du temps, regarder comment je vais, moi, reconstruire et refaire la roue en moins bien. Encore une fois, parce que pourquoi il ne l'utilise pas ? Parce qu'il est moins bien ? Non, il l'utilise pas. Oui, en interne. Le LLM parce qu'il est beaucoup plus contraint, il est moins bien, parce que c'est logique qu'à un moment, des gens qui soient spécialisés et qui ne font que ça, soient meilleurs que quelqu'un qui fait ça entre la pomme et le fromage. Il n'y a pas photo. Donc, il n'y a pas photo. Donc, partant de là, au final, ils se retrouvent avec ce Shadow AI et ils payent double parce qu'au final, ils vont quand même reprendre à un moment des licences, mais ils ont fait tout un tas de développements, ils ont pris du retard. Salim, tu es en train de dire aux entreprises, je pense notamment aux plus grosses, éventuellement, non, mais celles qui vont développer leur propre LLM, ça ne va pas être la PME du coin. Bien sûr. Mais tu leur dis, ça ne sert à rien, quoi, en fait. Oui. Vous dépensez de l'argent pour rien. Clairement. Et puis Mistral, c'est même pas la peine de s'y intéresser, etc. C'est compliqué. Le cas Mistral est compliqué parce que donc l'IA française. Voilà, l'IA française, on aimerait tous. Après, c'est encore une question de moyens. Quand tu mets un ingénieur ici, de l'autre côté, il y en aura 10, il y en aura 100. Donc, en termes de fonctionnalité, et j'ai testé pendant plus d'un an un Mistral versus d'autres, si tu veux, les fonctionnalités, elles arrivent moins vite. Donc, encore une fois, ce sont des choix là par rapport à sa citoyenneté. Moi, je parle que d'un point de vue pragmatique entreprise. Malheureusement, il n'y a pas tellement de choix que d'aller vers ces solutions américaines. La souveraineté, c'est pas qu'une question de citoyenneté et de principe et de voilà, c'est aussi encore une fois pour certaines entreprises qui travaillent sur des données sensibles et enfin la plupart des données des entreprises sont sensibles de toute manière, chacune dans leur secteur. Alors, oui et non. Oui et non. C'est-à-dire que... évidemment, si on est sur la défense ou sur des choses comme ça, c'est encore plus sensible. Voilà, exactement. Si tu es sur de la défense, tu vois, notamment, moi, j'étais une époque chez Alcatel-Lucent, et on avait un département secret, ministère de la Défense, etc. Et là, ça va être très, très réglementé. Donc là, je le comprends, évidemment. Après, quand tu es un fabricant de meubles,
je suis désolé, c'est pas la NSA qui va venir regarder ce que tu fais, et puis ça marche pas comme ça. Et encore, en plus, il faudrait vraiment qu'il y ait des soupçons pour qu'on aille chercher dans tes données. Ce qu'il faut vraiment comprendre aujourd'hui, c'est que, et c'est ce fameux slogan qui dit si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, à partir du moment où tu paies et que tu as un contrat avec ce genre d'entreprise, et je sais bien, parce que j'ai passé près de 8 ans chez Google Cloud, si tu veux, tu ne vas pas pouvoir, toi, en tant qu'entreprise, fournisseur de ce type de prestations, aller chercher dans les données. En revanche, il est vrai qu'aujourd'hui, avec l'administration Trump, bah, tu n'es pas à l'abri qu'un Trump te dise « Allez, hop, décret, on y va ». C'est quand même... Ouais. C'est quand même pas rien. C'est pas rien, mais c'est... pour moi, j'y crois moins qu'à un scénario catastrophe avec l'IA, si tu veux. Donc, pour moi, c'est pas ça. Mais je reviens juste sur l'entreprise. Et puis, on va peut-être se focaliser aussi sur peut-être plus les PME, etc., Exactement. qui sont vraiment au cœur de cette problématique. Hein. Regarde, justement, sur les PME, donc on avait cet exemple que je t'ai donné tout à l'heure d'horizontalité, qui peut être, comme je te disais, une réunion, mais qui peut être aussi, je travaille sur un fichier de façon récurrente, comment je vais automatiser ça. Et ça, c'est vrai, encore une fois, pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Et si toi, en tant que collaborateur, tu as compris comment tu travailles, ok, que sur cette tâche particulière qui va te prendre peut-être 1 heure, tu vas pouvoir l'automatiser. Bah, peut-être que ton collègue ou plusieurs collègues ont la même tâche. Bah, tout ça, en fait, tu vas ensemble, individuellement dans un premier temps et ensuite collectivement, augmenter ta capacité de production. Et donc, quelque part, tu vas forcément augmenter ta productivité. Et donc, c'est là où tu vas rechercher le ROI. Mais pour ça, encore une fois, il faut l'encadrer, expliquer et le mettre en place. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Il faut faire appel à des entreprises comme la tienne Entre autres, mais je ne suis pas là pour faire de la pub. Mais en fait, si tu veux, que ce soit une entreprise comme Mars, comme la mienne, ou que ce soit d'autres entreprises, en fait, il y a des phases, mais c'est tout le temps la même chose, en fait. Tu vois, et je me souviens, à l'époque de Google, on avait une pratique qui s'appelait Go Transform, et c'était vraiment ça. Donc, la première phase, quel que soit le shift technologique dans lequel tu es, c'est de l'acculturation. Donc, d'abord, il faut expliquer. Et c'est ce qui a manqué beaucoup aujourd'hui. Et je trouve même ça encore hallucinant aujourd'hui, quand tu as des entreprises qui font de l'acculturation, soi-disant, et j'ai rien contre les philosophes, hein, mais qui demandent à un philosophe de venir parler d'IA, ça s'appelle pas de l'acculturation. Ça s'appelle juste de la culture à la rigueur, et de la, je dirais... voilà, c'est intellectuellement intéressant. Ouais. Et c'est là où on se perd en tant que Français. Donc oui, intellectuellement intéressant, c'est super, mais ça ne fait pas avancer le business. Donc ce n'est pas un philosophe qui va vous aider, en tant qu'entreprise, à avancer le business. Donc il faut des formations IA. C'est quoi une formation IA? Une formation IA, si tu veux, c'est très très simple. Parce qu'il y a 1 an, c'était apprendre à prompter. On sent qu'aujourd'hui, ça a déjà un peu changé. Alors justement, c'est là où là, alors pardon, du coup tu me demandes, mais chez Mars, on n'a jamais fait du apprendre à prompter. Mais juste avant ça, donc acculturation. Une fois que tu as fait l'acculturation, elle sert à quoi? Elle sert à comprendre que, c'est la techno la plus révolutionnaire qu'on ait jamais eue. Donc ça, si tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas t'y intéresser. À partir du moment où tu as compris ça, tu te dis, OK, il faut peut-être que je regarde un peu plus. 2, c'est pas compliqué. Et ça, en fait, ça fait vraiment peur aux gens, en fait. Alors qu'en fait, c'est pas très compliqué. C'est vrai que c'est une techno sympa. C'est une techno sympa, c'est pas compliqué. L'IA, c'est fun, quoi. Voilà, l'IA générative, c'est fun. Donc, une fois que les gens se disent, mais en fait, et tu vois, nous, on le voit dans toutes nos formations, les gens, certains, au départ, arrivent un peu à reculons, et après, ils se disent, mais en fait, c'est génial. Le meilleur exemple, c'est un gars qui était proche de la retraite, et donc, il me dit, il vient de moi, il me dit à la fin, il me dit, quand je suis venu, on m'a un peu forcé. Moi, je suis près de la retraite, tout ça, votre IA, ça m'intéresse pas. Et quand il est reparti, il me dit, mais en fait, j'ai plus envie d'aller à la retraite. Il me dit, tout ce que je fais qui m'emmerde, pardon, mais c'était ces termes, et il me dit, je vais pouvoir le déléguer à l'IA et faire les trucs qui m'intéressent vraiment. C'est sympa, votre truc. Donc, si tu leur montres pourquoi c'est sympa, ils vont y aller. Et enfin, le dernier point, donc c'est simple, et c'est surtout, ça leur sert au quotidien. Et ça, c'est intéressant de voir. Et là, il y a les deux, il y a le bâton et la carotte. Ça leur sert au quotidien. Et surtout, de l'autre côté, s'ils n'y vont pas, ils se rendent obsolètes. Et se rendre obsolète, à un moment, ça veut dire que tu n'as plus de job.
Et ça, on le sait aujourd'hui, on le voit même, tu vois, il y a des études sur LinkedIn un peu partout qui montrent que de plus en plus d'offres d'emploi demandent l'utilisation de l'IA générative. Si aujourd'hui tu n'utilises pas l'IA générative, c'est un peu comme si tu n'utilisais pas Microsoft Office à une époque. Ouais, celui qui va te remplacer, c'est pas l'IA, c'est quelqu'un qui utilise l'IA, en fait. Oui. Et bien sûr, alors je suis pas fan de cette formule-là, mais on l'a dit souvent, mais effectivement. Mais donc ça, si tu veux, acculturation, et ensuite vient la formation. Et pour répondre à ta question, c'est quoi une formation IA? Pour moi, en tout cas, et ça n'engage que moi, ce n'est jamais que de la technologie. Parce qu'encore une fois, cette technologie, et c'est plus vrai que jamais, elle évolue à vitesse grand V. Donc si à un moment tu arrives à une formation et tu expliques que en appuyant sur le bouton à droite, ça fait ci, en appuyant sur le bouton à gauche, ça fait ça, bah demain, quand tu reviens, les boutons, ils ont changé, et ça fait plus exactement la même chose. Donc en fait, nous, quand on fait une formation, c'est à la fois, bien sûr, il y a une partie techno, mais enfin une partie utilisation de l'outil, mais avant ça, il y a une partie que moi j'appelle growth mindset. Et dans cette partie qui est un peu un chapeau growth mindset, c'est comment tu développes tes skills par rapport à l'IA. Et il y en a 4 essentiels, tu vois. Ça va être l'esprit critique. Donc déjà, comment j'arrive finalement à faire en sorte que je ne prenne pas pour argent comptant tout ce que dit l'IA. Ouais. Oui, mais tout comme je le ferais avec un collègue. Oui, bien sûr. Tu vois, en fait, c'est assez rigolo parce que... Ça c'est vraiment une qualité qu'on doit tous développer à titre individuel, y compris dans la vie personnelle, par rapport à l'utilisation de ChatGPT, de Grok, de Gemini, etc. Oui, mais tu vois, c'est pour ça que moi, ça fait des années que je fais ça, si tu veux, et ça me fait sourire de le voir aujourd'hui par rapport à l'IA générative. Et je dis toujours, et là-dessus, tiens, on pourra en reparler, on parlait d'entreprise, Stéphane Bancel, donc le DG de Moderna, dit la même chose, c'est l'IA, c'est plus qu'un outil, c'est un collègue. Et moi, en fait, j'ai toujours positionné ça comme un collègue. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout comme un collègue, quand tu as un nouveau collègue qui arrive dans ton équipe, dans ton entreprise, parfois, il peut faire peur. Imagine, le gars arrive avec plein de diplômes, il a fait Centrale, il a fait Harvard, tu te dis, oh, mince, peut-être qu'il va prendre mon job. C'est un peu quand l'IA arrive, tu te dis, mince, en fait, elle sait tout faire. Mais en fait, elle a aussi des lacunes. Tout comme ton collègue qui arrive, qui a fait plein d'études. Il faut bien la prendre par la main, quand même. Et il faut la prendre par la main, tout comme ton collègue, à un moment, il faut savoir communiquer. Le comprendre, et toi, comprendre comment lui parler. Et c'est pour ça qu'en fait, dans ces soft skills qu'on développe, il y a aussi cette communication. J'imagine puis après, il y a une vraie préoccupation aussi pour les dirigeants, c'est l'impact social à l'intérieur de l'entreprise. On voit qu'aujourd'hui, ça y est, on y est, l'IA est en train vraisemblablement d'être à l'origine de suppression de postes. Il y a Microsoft qui a annoncé, ne serait-ce qu'en France, 10% de postes en moins, etc. Alors c'est toujours difficile de savoir si c'est à cause de l'IA, entièrement à cause de l'IA, ou c'est l'IA qui a bon dos, et que les raisons sont éventuellement ailleurs, mais quand même, on sent bien qu'il se passe quelque chose. L'IA augmentant la productivité, par définition, on a peut-être besoin de moins de personnes au sein d'un même service. Ça paraît logique. Comment est-ce qu'un dirigeant gère ce genre de problématique? Je dirais de façon très directe, en arrêtant de faire l'autruche déjà, parce que oui, et encore une fois, ça n'engage que moi, ça va arriver. Donc cette vague que tu décris, qui est de suppression de postes, ou à minima d'un ralentissement, si tu veux, du nombre de recrutements, elle est là. Et encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un grand clerc, tu le vois, il suffit à chaque fois quand il y a des révolutions technologiques, tu regardes de l'autre côté de l'Atlantique ce qui se passe, et notamment dans les entreprises de tech, et tu vois que la tendance arrivera de toute façon en fait dans les autres secteurs. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, en effet, et tu vois, j'étais encore il n'y a pas longtemps là dans la Silicon Valley, c'est la première fois où je vois des ingénieurs, des gens que je connais, etc., qui se disent, bon, va falloir que je commence à penser à ma reconversion. Donc ça veut dire qu'à un moment, tu te dis, ah oui, le job qui était un job en or avant, aujourd'hui commence à se faire déclasser, voire disparaître, et notamment pour des entry level, pour des gens qui commencent. Oui, c'est un phénomène intéressant. C'est plutôt les juniors, entre guillemets, qui sont... Alors pas que. Ce sont des juniors dans un premier temps, parce que c'est eux qui faisaient le travail, et tu le vois aussi dans les cabinets conseils, c'est en train d'arriver, qui faisaient le travail qui peut être plus facilement automatisé, mais ça se voit aussi dans des plus seniors, et tu vois, notamment dans les vagues de licenciements des Google, des Amazon, etc. Il n'y a pas que des juniors. C'est des gens qui, par exemple, à un moment, n'ont pas fait ce shift mental, ce fameux growth mindset dont je parle. Ça veut dire à un moment, c'est quoi? C'est super difficile. Alors là, je me mets plus à la place du dirigeant, mais à la place du collaborateur, quel que soit son niveau. Comment vivre tout ça? Comment se préparer à ça? Alors, justement, je suis en train d'écrire un bouquin sur le sujet qui sera sur l'adaptabilité. Il y a une compétence à développer avant tout, c'est l'adaptabilité.
Et ça, c'est vrai depuis toujours, mais c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que les choses vont de plus en plus vite. Donc, si tu ne t'adaptes pas, c'est mort. Et Oui, donc, mais concrètement, ça veut dire quoi, Salim? ça veut dire, concrètement, apprendre à challenger ta façon de travailler que tu faisais hier. En gros, si tu veux... En fait, il faut utiliser l'IA et puis voir, et on va comprendre petit à petit là où on est moins indispensable et là où on peut devenir plus indispensable. Je vais te reprendre un autre exemple. J'intervenais il y a quelques mois là, dans un codir d'une belle boîte où là, c'était le PDG. Et il me dit, mais ok, c'est super sympa, monsieur Nassur, mais s'il avait fallu attendre l'IA pour faire des gains de productivité, on l'aurait fait depuis longtemps. Bah, typiquement, en changeant ce type de mentalité, de comportement, et moi, je lui ai pris un exemple un petit peu trivial, mais je lui ai dit, ouais, bah, il y a une époque, mon père était cheminot, si tu veux. Donc, je lui ai dit, à une époque, quand on allait à Marseille, on prenait la Micheline, et à un moment, il y a le TGV qui est arrivé. Donc, il y en a qui prennent peut-être toujours la Micheline, au final, elle a disparu. Mais quand tu arrives plus vite, ben, tu as un avantage. Et c'est ça aujourd'hui qui fait l'IA, c'est que tu vas avoir un avantage compétitif. Donc, même si à un moment, tu vas te casser les dents, mais celui qui va essayer et finalement trouver la bonne recette pour être plus efficace que son concurrent, bah, il va le gagner. Alors que celui qui reste campé sur ses positions en disant bah, nous, ça fonctionne bien, bah, il va forcément dans le mur. Mais ça, c'est vrai dans toutes les révolutions technologiques et encore plus vrai aujourd'hui avec l'IA où ça va plus vite. Et donc, comment on change? Bah, en se challengeant. Et tu vois, et c'est un exemple que je prends souvent, mais Satya Nadella, le patron de Microsoft, quand il est arrivé il y a 10 ans chez Microsoft, il faut se souvenir en fait, Microsoft, c'était pas très bien à l'époque de Steve Ballmer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une grande partie, pour pas dire l'intégralité des salariés de Microsoft et les a passés à ces fameux cours de Growth Mindset, qui sont des cours de Carol Dweck à l'université de Stanford, qui est de prendre une situation, et c'est comme ça qu'on change, et au lieu d'en voir les challenges, les problèmes, en voir des opportunités. Apprendre en fait qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est sur une évolution permanente, et plutôt qu'être en posture de sachant, comme je le vois trop dans les entreprises françaises et les administrations, j'ai fait X, j'ai fait l'ENA, je suis sachant, etc. Jamais l'IA me remplacera, je suis le plus fort de la Terre. Non, avoir cette posture d'humilité, se dire, j'apprends en permanence. Et je remets à jour perpétuellement mon niveau de connaissance. Et je ne vais pas rentrer dans la polémique du moment, mais c'est-à-dire qu'à un moment, si tu vois des défauts sur une IA, par exemple, il faut se dire que peut-être demain, elle sera meilleure. Une fois, je donnais une formation dans un autre groupe, et donc c'est un groupe international, et il y avait un Italien, donc il me dit comme ça, ouais, mais alors, c'est il y a très longtemps, il me dit, non mais alors moi, tu sais, GPT 3.5, je le plie, tu vois, c'est un développeur. Et je lui dis, t'as raison Marco, mais GPT 3.5, tu le plies. Et quand sera GPT 4? Et quand sera GPT 5? Et quand sera GPT 10? Tu vois, en fait, c'est ça la clé, c'est de se dire qu'aujourd'hui... Il y a une temporalité. Il y a une temporalité, mais surtout, il faut savoir changer son mindset. Moi, je parle souvent beaucoup de mindset. Aujourd'hui, le cerveau humain, il est câblé comme ça, on est linéaire. Donc, on se dit, OK, donc on a toujours connu ça, donc ça va continuer comme ça. Or, aujourd'hui, la courbe, elle est exponentielle. Ouais, donc, comment je fais pour entraîner mon cerveau pour être toujours sur c'est exponentiel? Comment je fais pour entraîner mon cerveau pour être en apprentissage permanent et à challenger en permanence ma façon de travailler globalement, ce qu'on a l'habitude de faire dans l'entreprise? Et ça, c'est la clé véritablement pour pouvoir ne pas se planter. Tout le reste, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller dans le mur parce qu'en fait, ça va trop vite. Et juste pour compléter ce qu'on disait là sur le remplacement de job, là, pour le coup, c'est ma croyance personnelle et ça n'engage que moi. Enfin, il y a beaucoup d'études qui le montrent aussi, mais il y a aussi des études qui montrent l'inverse. C'est que, oui, in fine, il y aura moins de jobs. OK ? On le sait. Donc maintenant, comment on prépare ça ? On prépare ça... Ouais, moins de jobs parmi ceux qui existent aujourd'hui. Mais... Oui, mais gros débat. L'innovation schumpeterienne, la destruction créatrice, non, tu crois pas? Non, là, ça marche plus. Ça marche plus. Pourquoi ça marche plus? Parce que souvent, on me dit, mais il y avait de l'électricité, machin. J'ai jamais vu une ampoule qui puisse créer des choses. Or, aujourd'hui, l'IA générative, ça crée des choses. On en est même, alors il y en a qui y croient pas, mais on en est même ça crée des choses originales. Tu vois, il y a des tests récemment qui montraient que oui, à un moment, une IA peut résoudre un théorème mathématique qui n'a jamais été fait.
Moi, tu vois, j'avais vraiment compris ça quand j'étais chez Google je crois que c'est en 2016, justement. Ça, quand c'est une affaire récente, effectivement, qui n'a pas été trop corroborée scientifiquement encore. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas vraie. Non, elle n'a pas encore été corroborée, mais un truc qui est, pour le coup, factuel, c'est ce qui s'est passé en 2016, et c'est là où ça a vraiment tilté dans mon cerveau, et à l'époque, chez beaucoup de gens chez Google, c'est quand AlphaGo, donc le système qui avait été créé par DeepMind pour battre le champion mondial de Go, qui est nettement plus compliqué que les échecs. Quand, je crois que c'est dans le match 2, un truc en coup 37, etc., vous regardez, il y a un super reportage là-dessus sur Netflix, sans pub aucune, mais l'IA fait un move, un coup qu'aucun humain aurait imaginé. Et là, on s'est dit, il se passe quelque chose, en fait, parce que ni l'humain n'aurait imaginé, ni même les programmeurs qui ont programmé la machine auraient pensé. Et tout le monde s'est dit, il y a hallucination, ça divague. Or, c'est le coup qui a fait gagner la machine. Donc, ça veut dire que quelque part, cette machine va pouvoir inventer des choses qu'on n'a jamais fait. Et on le retrouve aujourd'hui de plus en plus, cette capacité d'inventer des choses. Et c'est là où j'interviens aussi dans des entreprises de com où je les challenge un peu là-dessus sur cette notion de créativité, parce qu'en fait, on parle beaucoup de la créativité humaine, mais la créativité humaine, c'est en fait l'ensemble de tout ce que tu as vu toi et appris tout au long de ton parcours de vie. Et en connectant ces idées-là, ça te donne une idée nouvelle. Oui. LLM, en fait. Mais un peu de random. C'est une IA générative, un peu, c'est ça, big time. Parce qu'il y a plein de choses, ça a vu beaucoup plus de choses que toi, et en mettant tout ça ensemble, ça peut potentiellement faire quelque chose de créatif. Donc, moi, je pense véritablement que des jobs vont être remplacés, il y aura des nouveaux, pas suffisamment, donc il y a des gens qui vont perdre leur job. Donc là, et c'est pour ça que j'en parle beaucoup à des DRH, mais aussi à des directeurs marketing, tu vois, j'interviens. Alors, ils n'aiment pas quand je fais ça. Mais je leur dis, regardez, là, quelle que soit l'équipe, imaginez que demain, vous serez moins. Donc maintenant, il faut savoir comment on accompagne ceux qui ne seront plus là et comment on accompagne ceux qui resteront là. Parce que c'est un discours de vérité. Et ce discours de vérité, c'est de se dire, pour accompagner ceux qui sont là, c'est relativement, entre guillemets, simple, c'est cartographier les compétences de chacun, aussi bien technologiques, mais surtout humaines, c'est ce fameux soft skills, cartographier les nouveaux métiers qui vont être en émergence, et on en voit déjà un certain nombre, et se dire comment je peux faire transitionner ces personnes vers ces nouveaux métiers. Et oui, parce qu'il y aura gain de productivité, il y aura peut-être moins de jobs à la clé. Sauf, et ça c'est important de le comprendre, si les entreprises et les dirigeants et les DRH et les directeurs marketing comprennent aussi que ce qui fera la différence compétitive au-delà de l'IA elle-même, ce sera encore l'humain. Pourquoi ? Parce que si à un moment tout le monde trouve la magic sauce d'utiliser bien comme il faut l'IA, et ça arrivera à un moment, tout le monde a la même IA. Donc, qu'est-ce qui fait ta spécificité en tant qu'entreprise par rapport à une autre ? C'est l'humain. C'est l'humain. Et c'est pour ça qu'en fait, les deux sont extrêmement complémentaires et qu'il faut travailler là-dessus. Merci Salim Nassur, fondateur de Mars avec 2 A. On te retrouvera donc à One to One IA Expérience Client à Biarritz du 30 septembre au 2 octobre.